sommes très heureuses que vous ayez répondu présente à cette journée de sensibilisation sur la thématique de mutilation génitale féminine, organisée par l'équipe du planning familial et le groupe de femmes Stop à l'excision, qui nous fait le plaisir d'être présente à l'occasion de ce 25 novembre, journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes. Notre association a choisi de traiter spécifiquement ce sujet, car nous accompagnons régulièrement des femmes concernées dans nos lieux d'accueil. Elles y témoignent des violences qu'elles ont vécues et souffrent de la méconnaissance et du silence qui empêchent la reconnaissance et invisibilisent ce type de violence. Alors nous souhaitons aujourd'hui lever le tabou qui repose sur ces pratiques, développer la connaissance du grand public et des professionnels sur les enjeux, les conséquences et les risques de ces pratiques, et encourager les prises de parole pour prévenir et enrayer la reproduction des schémas de violence exercés à l'égard des femmes et des petites filles. Sans tarder, je passe la parole à une alliée de longue date dans nos engagements féministes, Dominique Tripet, conseillère municipale et départementale du Loiret. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, c'est un grand plaisir d'être là parmi vous. La militante du planning familial, souvent regrette le temps du militantisme. Le temps politique, c'est autre chose. Mais parfois, croyez-moi, je regrette ce temps-là. Alors, je ne vais pas parler ni de l'excision, ni des mutilations génitales. J'ai à côté de moi deux militantes, deux femmes engagées qui en parleront beaucoup mieux que moi. Moi, je voudrais dresser en ce 25 novembre un tableau sombre, quand même, il faut le dire, de ce qui se passe dans notre pays actuellement. Donc le 25 novembre, c'est la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Ça, c'est la version ONU. Et la version française, c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Vous voyez quand même la disparité entre les deux. Nous luttons encore contre les violences faites aux femmes, et ce qui se passe actuellement nous dit que nous avons encore beaucoup de travail pour de nombreuses années devant nous. Personnellement, je préfère tout simplement le préambule de la Convention d'Istanbul qui dit ceci: les femmes sont exposées à des formes graves de violence, violence domestique, harcèlement sexuel, viol, mariage forcé, mutilation génitale, lesquelles constituent une violation grave des droits humains et un obstacle majeur à la réalisation de l'égalité entre les hommes et les femmes. Je pense que tout a été dit, en tout cas sur ces formes de violence et sur le fait que l'égalité ne passera que quand tout sera éradiqué, et malheureusement les chiffres ne sont pas bons. Pour en revenir au 25 novembre et à aujourd'hui, puisque nous sommes là pour combattre toutes ces formes de violence, rappelons peut-être que historiquement, cette journée existe depuis 1999 à l'initiative de la demande de la République dominicaine, ainsi que 74 États membres de l'ONU, en mémoire à 3 femmes, 3 sœurs, qui ont été assassinées en 1960 parce qu'elles étaient femmes, certes, mais en plus elles combattaient un régime dictatorial. Depuis cette date, les États et les organisations gouvernementales et non gouvernementales sont invités à sensibiliser, informer leur population pour effectivement combattre ce fléau à l'égard des femmes. Ceci dit, puisqu'on parle du planning familial et que je suis invitée par le planning familial et que je suis aussi militante du planning familial, le planning familial n'a pas attendu 1999 pour combattre les violences faites aux femmes. C'est l'origine même de son existence, que ce soit à ses tout débuts avec la maternité heureuse, sous-entendu maternité volontaire. N'oublions pas que la loi de 1920 interdisait toute forme de contraception et certainement pas l'avortement en 1956. Depuis, nous savons toutes et tous son engagement actif pour le droit à la contraception, à l'IVG, à la réappropriation du corps des femmes. Moi, j'aime beaucoup ce slogan « Mon corps, mon choix, mon droit », que dit entre autres ce slogan, mais aussi pour combattre toutes les formes de violence et à l'égard des femmes et toutes personnes victimes. Parce qu'il y a les femmes, mais il y a des personnes qui ne se ressentent ni femmes ni hommes, mais qui sont malgré tout victimes de violences.
Pour autant, un bref état des lieux officiel. En 2022, 122 femmes sont mortes sous les coups de leurs compagnons, 20 de plus que l'année précédente. Nous revenons au même chiffre qu'avant le Grenelle des violences. Donc c'est dire que ces chiffres sont, pour ma part, terribles. 122 femmes, je ne sais pas si vous vous rendez compte, ce sont 122 familles, ce sont des enfants derrière qui ont été témoins ou directement victimes, ce sont des enfants qui se retrouvent orphelins et dont l'auteur des faits est leur père. 21 hommes ont été aussi victimes, il faut le dire, dont 9 en état de légitime défense pour l'autrice, puisqu'elle se défendait, et 1 au sein d'un couple homosexuel. Un tiers des auteurs se sont suicidés, et ces chiffres ne prennent pas en compte, et pourtant la loi le dit, les suicides forcés des femmes victimes de violences psychologiques, qui chaque année seraient dans notre pays de plus de 200 et de plus de 1100 au niveau de l'Union européenne. Ce sont des chiffres cliniques, comptables, techniques, mais nécessaires à faire pour faire un état des lieux et pouvoir les combattre. À ces chiffres, ajoutons les 190 tentatives de féminicide, les 85% des femmes qui sont victimes et les 86% des auteurs qui sont des hommes. 4 femmes sur 10 connaît dans son entourage une femme victime de violence, une femme sur 10 se dit victime de violence, et ce sont des chiffres qui sont minorés parce que ce sont les femmes qui acceptent d'en parler, d'autres se taisent et ne le disent pas. Ces chiffres officiels montrent que ce sont 14% des femmes qui le disent en 2021 contre 9% en 2020. Et pourquoi ne pas le dire ? 12% des hommes pensent que donner une gifle à sa compagne n'est pas une violence, ni même que l'obliger à avoir un rapport consenti, non consenti en tout cas pour elle, n'est une violence, tandis qu'un homme sur 5 considère que lui confisquer ses moyens de paiement, l'empêcher d'avoir accès à son compte bancaire, n'est pas une violence. Je le dis là parce que, bon, il y a quelque temps, dans le monde politique, on a entendu un petit peu le débat et je ne vais pas dire le buzz, parce que ce n'est pas un buzz. Sachez bien qu'une étiquette politique, qu'elle soit de droite ou de gauche, ne garantit pas le fait qu'un homme ne soit pas violent. Disons-le, dénonçons-le, les violences, c'est à tout niveau, dans tous les mondes. Politique, associatif, dans les domiciles, au travail, dans la rue, c'est partout, c'est tout le temps. Et personne n'est protégé. Et personne ne peut se garantir, en se cachant derrière une étiquette politique ou syndicale, d'être l'homme le plus parfait. C'est ce qu'ils disent, ils se vantent de ça. Moi, je suis pas comme. Moi, je suis pas un homme violent. Moi, j'ai envie de dire, mec, c'est normal. La normalité, c'est pas être violent. La normalité, anormalité, c'est justement de l'être. Mais comment dans notre société on peut mettre en avant des hommes qui ne sont pas violents alors que c'est normal ? Enfin, est-ce qu'on met en avant les femmes qui vivent sans violence ? Non. On nous présente toujours comme susceptibles d'être victimes, et ça c'est normal. Mais eux, on les présente et c'est un plus pour eux de dire on n'est pas violent. Ben non, désolé, c'est juste la normalité. Alors, je voulais aussi dire que nous avons aussi les chiffres de 94 000 femmes victimes de viol, tandis que 213 000 seraient victimes de tentatives de viol. Là aussi, moi je dénonce ces chiffres-là, ce sont les chiffres officiels, ils datent de 2018. Ce sont une enquête faite sur des femmes de 18 à 75 ans. On sait que les hausses pour viol ont augmenté de 40%. Seuls 1% des auteurs sont condamnés, quand même, il faut le dire. Ces chiffres ne prennent pas en compte donc tous les viols sur les jeunes femmes de moins de 18 ans. On sait que là, il y en a énormément. On sait qu'une femme sur 6 rentre dans leur sexualité, donc souvent avant 18 ans, sur un rapport sexuel non consenti. Donc vous voyez un peu ce que ça veut dire. Et que ce n'est pas pris en compte par notre société. On reste sur ces chiffres de 2018. On ne va pas creuser derrière, on ne veut pas savoir, on ne veut pas les dénoncer. Et pourtant, ce phénomène-là est important à combattre tout autant. Rajoutons les violences économiques,
les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel, moral, au domicile, au sein de l'espace public, dans le monde du travail, je vous l'ai dit, dans le monde politique, associatif, syndical, etc. Les mutilations génitales, et vous en parlerez beaucoup mieux que moi tout à l'heure, l'exhibition, le voyeurisme, le cyberharcèlement, les outrages sexistes, l'utilisation de substances pour abolir le discernement, et ça dans les milieux festifs, malheureusement, c'est connu. Je ne suis même pas certaine d'avoir fait le tour de tout ce que nous subissons dans notre société, où la domination masculine et patriarcale sévit toujours avec force. J'oserais même dire que nous subissons un véritable retour de bâton et une régression sévère. Juste un exemple, je suis conseillère municipale. Lors de mon dernier mandat, je n'ai pas eu de problème à être appelée Madame la conseillère municipale. Dans mon nouveau mandat, notre maire est revenu sur cette fonction et je suis Madame le conseiller municipal. Et donc je suis encore obligée de lutter, vous vous rendez compte, contre ça. Et quand je dis que la féminisation des fonctions, c'est depuis 1997, on me dit que l'Académie française, et je réponds, mais l'Académie française, 20 ans après, accepte maintenant la féminisation des fonctions. Et je me retrouve confrontée à une jeune élue de 25 ans qui me débite cette règle grammaticale que le masculin l'emporte sur le féminin et que elle, ça ne la dérange pas. Et moi, ce qui me gêne, c'est qu'elle a 25 ans et que cette jeune femme, elle est élue et qu'elle est en place. Et comment peut-elle représenter des femmes qui luttent pour être reconnue dans la société à partir du moment où elle a intégré cette domination et qu'elle pense que le masculin l'emporte sur le féminin et qu'elle dit après que le masculin est neutre. Non, le masculin n'est pas neutre et nous le savons toutes et tous en tout cas. On sait tous ce que ça signifie. Donc voilà, il faut savoir que nous luttons, je ne suis pas la seule conseillère, il y a des conseillers municipaux aussi qui luttent pour ça, des conseillers et conseillères métropolitaines, mais du coup nous n'avons même pas signé le pacte métropolitain parce que le maire a refusé le maire et le président de la métropole, puisque c'est la même personne, a refusé la féminisation, juste la féminisation des fonctions. Et vous savez que le Haut Conseil à l'égalité vient de sortir un livret. En conseil municipal, j'ai demandé au maire qu'il s'en saisisse. J'ai été obligée de demander que lors du prochain conseil municipal, il y ait une délibération pour que cette écriture, avec beaucoup moins de sexisme et autres, soit à l'ordre du jour. Ce qui ne veut pas dire, en plus, parce qu'il y aura vote, ce qui ne veut pas dire qu'à l'issue du vote, j'y arrive. Mais en tout cas, j'ai été obligée de le mettre en délibération. Ce qui est quand même extraordinaire. Je veux dire, on est en 2022 et on est encore obligé de lutter là-dessus. Donc comment voulez-vous, après, que d'autres violences n'apparaissent pas quand on en est encore à ce niveau-là? Donc au niveau des violences sexuelles, pour reprendre le thème d'aujourd'hui, 91% des femmes connaissent leurs agresseurs. Et je ne vais pas être sur le thème d'aujourd'hui, mais je vais quand même donner les chiffres. Qui sont les chiffres officiels, peut-être que vous indiquerez d'autres chiffres après. 53 000 femmes en France ont été victimes de mutilations génitales. Une femme sur 3 sur le continent africain, ce qui ferait 125 millions de femmes qui auraient subi des mutilations génitales. D'autres chiffres que je vais vous assommer, 85% des personnes transgenres ont été agressées, 16% de Français et Françaises ont été agressées sexuellement dans leur enfance. 85% des femmes victimes, en situation de handicap sont victimes de violences. Et parce que les violences ne s'arrêtent pas aux violences physiques ou psychiques, je vais quand même vous les donner ces chiffres, parce que ça fait partie des violences du quotidien. Les femmes touchent en moyenne, moins 28,5% de salaire que les hommes, et à temps et travail égal, c'est 7,8% de moins. Dois-je rajouter, avec ces conséquences, que ces écarts font que depuis le 4 novembre dernier à 16h16, les femmes travaillent gratuitement jusqu'à la fin d'année. Une femme sur 3 est à temps partiel contre un homme sur 10, et dans mes engagements politiques, je peux vous dire que nous retrouvons malheureusement les femmes d'un bout de la vie jusqu'à la fin dans l'échelle de précarité, de pauvreté. Au niveau du département, il faut savoir que
ce sont les femmes avec enfants qui représentent majoritairement, les femmes seules avec enfants, qui représentent majoritairement les femmes qui touchent le RSA. C'est terrible parce que c'est 32% des femmes contre 3% des hommes seuls. Et vous savez qu'il y a une loi actuellement qui va être mise sur le tapis. Pour le coup, on demande des départements qui soient volontaires pour l'appliquer. C'est cette loi qui dit que les personnes au RSA devraient rendre 10 à 15 heures de travail gratuit. Sauf que moi, j'ai posé la question au département. Oui, d'accord. Mais alors maintenant, qui va garder les enfants? Parce qu'il n'est pas question... Ces femmes qui sont en situation de précarité, de pauvreté, elles ont des enfants. Elles vont devoir aller travailler gratuitement, mais en plus, il faudrait qu'elles payent la garde pour les enfants. Ben moi, je ne suis pas d'accord. Et donc là, le département, les collectivités territoriales, les villes, etc., doivent, s'ils mettent ça en œuvre, garder gratuitement les enfants. Là, il n'y a pas de possibilité autre. Et j'ai entendu des choses un petit peu... ce n'était que des possibilités et pas la loi. Parce que moi, j'ai demandé aussi une chose. Si les enfants sont gardés, c'est exactement de la même façon que les autres. Par des personnes reconnues, par des assistantes maternelles reconnues, agréées, et pas par n'importe qui. Parce que quand même, juste comme ça, entre deux, peut-être qu'entre elles pourront se débrouiller, elles se garderont les enfants les unes des autres. Non mais vous vous rendez compte de ce qu'on peut entendre? Je trouve ça, mais alors vraiment, je vais presque dire infâme. Mais bon, voilà, on en est là, à ce sujet-là, mais quand même, ces chiffres sont terribles, parce que la crise sociale qui est là impacte directement les femmes. C'est 20% de hausse des impayés, ce sont les CCAS qui croulent sous les demandes d'aide pour payer le logement, il y a la précarité énergétique, les aides alimentaires, et majoritairement ce sont des femmes avec enfants qu'on retrouve aussi à ces bouts de l'échelle, et puis aussi, je vais le dire, les femmes retraitées. Parce qu'on parle des femmes jeunes avec enfants, on parle des femmes avec enfants même plus âgées, et on parle rarement des femmes retraitées ou des femmes de plus de 50 ans qui sont au chômage et autres, et elles vivent des situations terribles à partir du moment où il y a divorce. Parce que nombre de femmes, quand il y a divorce, s'en vont, laissent tout, sauf qu'elles se retrouvent des fois dans des situations extrêmement difficiles après, parce qu'elles ne peuvent pas tout payer toutes seules, et pourtant pour divorcer, elles laissent tout derrière elles, même si elles ont participé parfois à acheter une maison. Donc voilà, moi je voulais vous dire qu'après ces chiffres, on pourrait se dire qu'on a le moral dans les chaussettes. Moi je dis que non, parce que quand même on est dans une association active, il y a plein de femmes actives autour de nous, plein de femmes engagées sur différents niveaux. Je pense que les femmes ont aussi cette ressource-là de dresser un tableau, de dire leur vécu et de se dire on ne va pas se laisser faire. Parce qu'il n'y a pas que nous. Il y a les plus jeunes derrière, il y a nos enfants derrière, il y a nos petits-enfants pour moi. Et moi je ne veux pas de cette société-là. Moi je veux d'une société où les femmes peuvent vivre sereinement en tant que femmes, que leur genre ne soit pas un genre inférieur, qu'elles soient reconnues. Et puis, pour le dire quand même si le gouvernement met en place plein de choses, parce qu'il faut le dire aussi, il y a des choses qui progressent, pas autant qu'il le faudrait. Il y a des intervenants en gendarmerie, en commissariat, il y a des bracelets anti-rapprochement, il y a des bracelets d'alerte, il y a plus de places d'hébergement, mais plus de places d'hébergement pour les femmes victimes. Or, la loi de 2010 dit que normalement, c'est à l'agresseur de partir, et nous sommes englués dans la loi avec quelque chose que les Espagnols viennent enfin de vaincre, c'est-à-dire que si monsieur est simplement titulaire du bail, eh ben vous ne pouvez pas le mettre à la porte, et c'est vous qui partez. Mais si vous êtes vous sur le bail, que vous partez parce que vous êtes victime de violence, qui ne paye pas le loyer, eh ben même si vous êtes dans un foyer, c'est vous qui allez payer le loyer. Voilà où on en est. Il faut que cette loi, qu'il y ait des amendements, il faut que cette loi passe, et qu'enfin, ce ne soit pas les femmes qui doivent partir, mais les auteurs, et enfin, il faut vraiment qu'on travaille sur eux. Est-ce qu'une société normale doit laisser des hommes devenir des meurtriers, des assassins? Est-ce qu'on ne devrait pas intervenir dès la première violence? Est-ce qu'on ne devrait pas les désarmer? Et quand je dis désarmer, ce n'est pas leur enlever le couteau, l'arme à feu, le tabouret ou tout objet qui pourrait faire qu'il tue sa compagne ou ex-compagne. C'est désarmer dans leur tête la violence. Travailler sur eux pour plus qu'on en arrive là. Nous ne sommes pas dans une société digne si nous laissons des femmes être victimes de féminicide et si nous laissons des auteurs aller jusqu'au bout de leur violence.
Voilà, je voulais le dire. C'est la fin pour moi de mon intervention qui est peut-être un petit peu longue, qui est peut-être un peu passionnée, mais désolée, je le suis. Et dans les différentes assemblées, quand je prends la parole, les personnes le savent. Certains me délégitiment en me disant ah, Madame Tripet, ça faisait longtemps que vous n'aviez pas pris la parole, ça faisait longtemps que vous ne nous avez pas fait votre couplet féministe. Et bien, tant qu'il le faudra, je ferai ce couplet féministe. Tant qu'il le faudra, j'aurai des lunettes féministes, même si je les ai oubliées, ce sont mes lunettes sans en avoir. Et voilà, je voulais vous souhaiter une très belle journée aujourd'hui, auprès du planning familial, auprès de ces deux personnes qui vont vous exposer toute la problématique autour des mutilations génitales. Pour ma part, ce sera avec beaucoup d'humilité que je vais apprendre de vous, parce qu'effectivement, c'est quelque chose que je ne connais pas. Bien évidemment, j'en ai entendu parler, enfin, je serais menteuse de le dire, mais c'est important de l'entendre des premières concernées. Voilà. Merci belle et bonne journée à vous. Merci beaucoup, Dominique. Nadine, je te laisse prendre place pour l'animation de cette matinée avec nos invités. Merci Sophie. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes vraiment ravis d'accueillir Alimata Fofana et Madame Rachel Claire Ancani pour nous éclairer sur ce sujet si tabou que sont les mutilations génitales féminines, qu'on appelle également mutilations sexuelles féminines. Voilà, donc avant toute chose, je voulais préciser qu'on a organisé en fait la matinée en deux parties. La première s'attachera à réaliser un état des lieux, une contextualisation de notre sujet. Et la seconde traitera plus des leviers, des pistes d'action en fait, pour faire évoluer la situation. Donc on va s'adresser, Sophie et moi, toutes les deux, en tentant de répartir de façon équitable des prises de parole. On s'excuse à l'avance si on devait intervenir pour respecter un peu notre timing, quelque contraint. Voilà, mais pour commencer, puis-je demander à chacune de vous de se présenter et puis peut-être d'expliquer en fait ce qui a déclenché votre engagement sur ce sujet. Alimata, je vous laisse la parole. Prenez un micro. Oui, c'est vert. Oui, c'est vert. Vous m'entendez ? Bonjour à tous. Donc, je vais me présenter, Alimata Fofana. Oui, pardon. Je vais me faire taper sur les doigts. Oui, donc je me présente, Alimata Fofana. Je suis auteure, écrivaine. Alors, qu'est-ce qui m'a amenée à parler de cette question-là? C'est quelque chose que moi j'ai subi à l'âge de 5 ans. J'ai subi une excision lorsque je suis partie en vacances au Sénégal avec ma famille. Donc c'est ça qui m'a poussée à mettre des mots sur cette pratique, la comprendre, l'expliquer, l'expliciter et faire en sorte que les gens comprennent ce que c'est réellement l'excision, mais également les conséquences psychiques et physique, mais je parle vraiment de l'aspect psychique de cette pratique sur les femmes, parce que bien souvent on parle beaucoup de l'aspect physique et on omet la question psychique. C'est la raison pour laquelle je me suis engagée et comme je n'étais pas forcément satisfaite de ce que je voyais, que ce soit dans les médias, et surtout de la manière dont ce sujet-là a été traité, donc je me suis mise à faire par moi-même un documentaire que vous allez voir cet après-midi et aussi des livres qui traitent de cette question-là. Rachel Claire, est-ce que vous pouvez vous prêter au même exercice et nous présenter un petit peu votre implication sur ce sujet? Faut appuyer longtemps. Ah, il faut appuyer longtemps? Oui. Ouais, voilà, c'est bon. Je ne vais pas faillir à la tradition. Bonjour à toutes et à tous, d'autant que les hommes sont minoritaires. Donc, j'ai compté dans la salle, ils ne sont pas plus de 5. Alors, je suis Rachel Claire Ancani, titulaire d'un doctorat en droit privé, enseignante d'université
dans le droit. Et je suis également consultante internationale, que ce soit en droit de la famille, droit des affaires, le genre, et je suis ancien vice-recteur d'une université en Afrique de l'Ouest et également en Afrique centrale. Ancien fonctionnaire des Nations Unies, j'ai travaillé en tant que chargé de programme au PAM alimentaire mondial, le cluster Afrique centrale, membre du conseil d'établissement de l'ERSUMA, qui est une institution de l'OHADA, et je suis également membre du Parlement des écrivaines francophones. Je n'ai pas oublié qu'on a une AG cet après-midi. Et si on est membre du Parlement des écrivaines, c'est qu'on écrit. Donc je suis également autrice de plusieurs articles et de livres, dont celui que je vais vous présenter tout à l'heure à l'issue de notre conférence. Je suis camerounaise et à ce titre j'assume, n'est-ce pas, la diversité, ou précisément la dualité linguistique du pays, le français et l'anglais. L'anglais depuis le jeune âge, mais aussi qui a été renforcé par une bourse de Fulbright. Et j'ai donc eu l'opportunité d'enseigner à Tallahassee, en Floride, aux États-Unis. Et enfin, je vous ai dit, je suis camerounaise, mais en réalité citoyenne du monde. Citoyenne du monde, pourquoi? Parce que je défends à travers le monde, quand j'en ai l'opportunité, les droits humains, mais particulièrement ceux de la femme, ce qui justifie ma raison d'être ici aujourd'hui. Et pour un peu compléter le tableau, parce que ça fait beaucoup dans l'académie, j'ai eu la chance de fonder une famille. Je suis maman, mère de famille, 4 enfants, dont des jumeaux, et je suis également grand-mère de jumeaux. Je ne peux pas manquer cette présentation sans dire merci et féliciter celles qui ont eu l'idée géniale de faire cette conférence, de l'organiser et donc de nous permettre d'être ensemble. Alors, qu'est-ce qui a fait en sorte que je m'intéresse, moi, aux mutilations génitales féminines? Je ne sais pas si je veux dire, je n'ai pas eu la chance ou le malheur de subir cette atrocité comme à l'instar de Alimata, mais j'avais écrit un livre pour honorer la femme camerounaise en 1995 qui a été présenté à Beijing, à la 4e conférence mondiale des femmes, et aussi à l'occasion des différentes rencontres des cliniques juridiques, parce que je suis membre de l'association des femmes juristes camerounaises, et nous travaillons beaucoup avec des personnes, des femmes, même les hommes, nous ne les excluons pas, ce sont nos partenaires. Et c'est ainsi que, à ces différents échanges, rencontres, j'ai eu l'occasion de faire la connaissance de cette violence particulière à l'égard des femmes. Et au-delà de l'empathie, au-delà des mots, je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à faire, et je me suis donc impliquée dans ce combat depuis toujours, en faisant des publications, en faisant des déplacements, en assistant les femmes et en faisant du consulting. Donc, en fait, c'est dans les deux sens. En amont, pour sensibiliser les auteurs et les pouvoirs publics, également en aval pour sensibiliser, conscientiser et outiller les victimes pour qu'elles ne soient plus victimes jusqu'au bout. Je vous remercie de cette. Merci beaucoup. Alimata, quand on parle de mutilation génitale féminine, de quoi on parle exactement? Alors, quand on parle de mutilation, c'est une amputation. Voilà, le synonyme que j'utilise, c'est une amputation. Une amputation, ça peut être au niveau du capuchon du clitoris, ça peut être le clitoris en entier, ça peut être le clitoris et les petites lèvres, ou le clitoris, les petites lèvres et
bouillon-cou, les grandes lèvres. Donc quand on parle de mutilation, c'est vraiment une amputation, c'est quelque chose... tout le monde parle d'atrocité, c'est-à-dire que dans cet acte, il y a une volonté, il va de soi, d'un contrôle absolu du corps de la femme. Et il y a aussi, je dis souvent, par cet acte-là, on nous montre que même notre propre corps ne nous appartient pas. C'est-à-dire que cet acte-là, c'est ça que vous avez... vous grandissez avec cela en tête. Et le paradoxe, c'est quand vous êtes né en France, comme moi, je suis née en région parisienne, j'y ai grandi, et que je vais à l'école, je vais au collège, et là on va me parler de liberté de la femme. On va me parler de liberté sexuelle de la femme. Donc moi, dans mon corps, je me dis, mais ça c'est pas pour moi. Elle parle, la prof, elle parle à ceux qui sont avec moi. Quand je parle du psychisme, c'est déjà là, quoi. L'interrogation, les interrogations du fait qu'on est en train de se dire que nous sommes différentes des autres. Donc l'excision, c'est ça. Est-ce que, Rachel Claire, vous pouvez donner un petit peu une estimation? Est-ce que c'est répandu dans le monde, la pratique des mutilations? Oui, nous avons certainement une approche un tout petit peu, je ne dirais pas différente, parce qu'elle a vécu dans sa chair, et je comprends bien Alimata. Il faut dire que les mutilations génitales, peut-être, le fait de l'avoir vécu fait des fois qu'on peut ne pas assez avoir de recul, où on est tellement dans cette douleur que il faut peut-être planter le décor. Qui fait l'excision, qui fait les mutilations génitales? Peut-être que, et elle l'a dit, l'environnement familial compte énormément. Parce que sans l'implication de ses proches, vous pouvez être, n'est-ce pas, exempté, même si la pression autour peut être importante. Donc, je pense qu'on peut décrire les mutilations génitales. Elle a dit, c'est vraiment une atrocité, mais ça se pratique par qui? Par des tradipatriciens, des gens qui ont un certain statut dans la société traditionnelle et qui s'en prévoient, parce que c'est un gagne-pain pour eux, en fait, ces personnes-là. Ça peut être des hommes, mais c'est surtout des femmes. Et comment ils procèdent? Il y a un matériel qui est rudimentaire, qui n'est pas aseptisé. Ça peut être des tessons de bouteille, ça peut être des lames, ça peut être des épines, ça peut être... Et ça, c'est la version traditionnelle. La version moderne, c'est la médicalisation, c'est-à-dire que le personnel médical est impliqué, mais ça n'enlève pas la douleur, ça n'enlève pas les conséquences, ça n'enlève pas tout le reste. Ça, c'est... Et elle l'a bien dit, ma collègue. Il y a ablation du clitoris, il y a ablation totale ou partielle des grandes lèvres, et plus grave, on le verra dans la catégorisation qui a été faite et qui est maintenant de convention universelle par les institutions onusiennes, en ce sens qu'il y a 5 catégories typées, si vous voulez, des mutilations génitales féminines. Vous avez d'abord l'excision. L'excision, c'est l'équivalent de la circoncision masculine au niveau des femmes. C'est-à-dire qu'on enlève, on découpe le clitoris, et ça, c'est l'excision. Mais il y a également, on progresse, il y a la clitoridectomie, où il y a ablation totale du clitoris, et également, on découpe une partie ou la totalité des petites lèvres. Ça, c'est la catégorie 2. La catégorie 3, c'est l'infibulation qu'on appelle vraiment les mutilations génitales pharaoniques. Vous voyez, tout ce qui est pharaon est assez solennel et assez impressionnant. Et c'est vraiment la plus, je ne dirais pas douloureuse, mais la plus pénible de ces mutilations, en ce sens qu'il y a ablation totale du clitoris, il y a ablation totale des petites lèvres, il y a ablation
totale ou partielle des grandes lèvres, et si je puis dire, cerise sur le gâteau, il y a en plus couture de la vulve, de telle sorte qu'il ne vous reste qu'un petit orifice pour laisser couler les besoins naturels, en l'occurrence les urines ou bien les menstrues. Vous comprenez que vraiment c'est assez pénible. Et puis vous avez une quatrième catégorie, c'est l'introcision. Et enfin, vous avez des catégories qui ne sont pas... L'introcision, on peut ne pas enlever, faire la couture de la vulve, mais on introduit un certain nombre de plantes ou de choses pour élargir, n'est-ce pas, le vagin après qu'on les rétrécit. Vous voyez la douleur, il y a l'infibulation, il y a la réinfibulation, ainsi de suite. Donc, ces catégories-là existent, mais ça, c'est ce qui est typé. En revanche, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a quand même voulu, dans le souci d'intégrer toutes ces pratiques qui étaient néfastes pour les femmes, de dire, ça c'est ce qui est typé, mais en demeure, il y a d'autres pratiques, des piqûres et autres, qui sont également considérées comme des mutilations génitales, mais non typées, non classifiées. Pour autant, ce sont également des mutilations génitales. Je voulais compléter le propos de ma collègue. Et maintenant, en ce qui concerne la cartographie mondiale des mutilations génitales féminines, si on procède, si on veut faire la genèse, n'est-ce pas, de ces pratiques, on peut dire que 5000 ans avant Jésus-Christ, on retrouvait déjà, parce que cette cartographie est mondiale, mais il faut bien savoir d'où on est parti. 5000 ans avant Jésus-Christ, on retrouvait déjà, autant pour moi, les mutilations génitales féminines, que ce soit en Éthiopie ou en Égypte, les Phéniciens et les Hittites. Mais maintenant en Afrique noire, parce que vous imaginez bien, c'est ce qui m'a intéressé à un moment, en 1200 avant Jésus-Christ, on retrouve les mutilations génitales féminines en Afrique noire, et précisément, n'est-ce pas, au Soudan, qu'on a appelé le pays des femmes infibulées. Et ensuite, si statistiquement l'Afrique noire a j'allais dire, est championne en ce qui concerne les victimes, mais pour autant c'est une pandémie, en ce sens qu'elle est mondiale. On retrouve, et je me réjouis de ce que, lorsqu'on parle de l'épidémiologie, nos amis ont bien voulu nous offrir dans le paquet les cadres, c'est effectivement ça. Ça c'est l'Afrique. Mais on retrouve également les mutilations génitales, même en Europe, dans la Russie, où il y avait les exciseurs chrétiens, s'il vous plaît, qui pratiquaient et l'excision et l'infibulation, et aussi dans les pays, les Émirats, les pays asiatiques, d'obédience musulmane généralement. On retrouve également les mutilations génitales féminines, même aux États-Unis. Pourquoi ? Pas par le phénomène de l'immigration, parce qu'en Europe, dans certains pays, ce sont les déplacements des populations qui vont introduire les mutilations génitales féminines. Mais dans ces parties-là, je veux dire précisément en Amérique du Nord, ce n'est pas un problème ce n'est pas un phénomène migratoire, c'est le fait que les médecins dans le corps médical avaient recours à ces pratiques pour essayer de soigner les déviances sexuelles. Et donc, c'est ainsi que finalement, la cartographie des mutilations génitales, on peut dire, est mondiale. Il y a l'Afrique, il y a l'Europe par les migrations, les regroupements familiaux. Nous avons un exemple à côté, elle est née ici. On lui a parlé d'un certain nombre de droits, mais manque de peau, il a fallu qu'elle aille le subir à l'origine lorsqu'elle est allée en vacances, mais les autres pays ne sont pas moins concernés. Voilà ce que je pourrais dire relativement à la mondialisation, n'est-ce pas, du phénomène des mutilations génitales féminines. Merci Rachel Claire pour cet état des lieux complet. Moi j'ai bien lu vos ouvrages Alimata et je trouve que vous avez justement une analyse très fine, bien au-delà du témoignage de ce que vous avez vécu dans ce que vous décrivez. Et une des questions qui nous intéressait, c'était de comprendre pourquoi
ces mutilations existent et comment vous voyez les choses. Je vous remercie pour votre question. Merci aussi pour la lecture de mes ouvrages. C'est vrai que moi, à travers ce que j'écris, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment également, au-delà de la question de l'excision, c'est de comprendre comment ces jeunes filles, ces jeunes filles peuvent grandir quand elles sont, moi j'appelle ça déchirées entre deux mondes. Déchirées entre deux mondes. Entre le monde en France, quand elles vont à l'école, et le monde à la maison. Donc la question de l'excision, c'est vraiment un élément qui fait que ça va être extrêmement compliqué, parce que d'un côté, on doit se construire en tant que Française, et également en tant que femme. Et ça devient plus complexe quand vous avez subi l'excision. Donc vous me posiez la question à savoir pourquoi on excise. Je l'ai dit précédemment, il y a une volonté de contrôle absolu du corps de la femme. Après, quand vous discutez avec les femmes, il y a énormément de croyances. Et le propre des croyances, c'est qu'on est dans l'irrationnel. Donc c'est très compliqué de déconstruire une croyance. Donc, on va vous dire, si tu n'excises pas ta fille, elle ne va pas trouver de mari. Elle ne va pas trouver de mari. Si tu n'excises pas ta fille, le jour de la nuit noce, la pénétration ne va pas être possible à cause du clitoris, il est trop gros. Si tu n'excises pas ta fille, elle ne va pas pouvoir accoucher, le bébé ne va pas pouvoir passer. Donc, c'est risible. Mais des personnes y croient profondément. Et il y a un élément aussi important à ajouter, c'est que on vit dans une société où l'individu n'existe pas. Moi, je parle de ma famille par rapport à mes origines. L'individu n'existe pas. C'est le groupe qui prime sur l'individu. Donc, que la fille, elle s'éclate et qu'elle jouisse, c'est pas le problème. C'est comme pour le mariage. On ne se marie pas pour soi, on se marie pour consolider le lien familial. Donc, quand on excise les petites filles, c'est pour préparer au mariage. Il y a un lien de cause à effet entre les deux. Et il y a une peur forte, c'est que la fille ne soit pas vierge au moment du mariage. Et la question de la virginité fait qu'on en arrive jusqu'à pratiquer l'excision. Et les qu'en dira-t-on? Victor Hugo parle des bouches qui parlent, les bouches qui parlent, fait que les parents ont très peur que la fille tombe enceinte en dehors du mariage. Pour eux, c'est la honte ultime. Et il y a un proverbe que j'ai noté là dans mon livre qui dit un enfant bien élevé, c'est grâce à son père, et si elle est mal élevée, c'est à cause de sa mère. Donc imaginez la pression qu'il y a sur les épaules de nos mères, et surtout quand elles ont quitté l'Afrique et qu'elles sont ailleurs. C'est vraiment un élément important à comprendre, c'est que nos mères, quand elles partent, souvent quand elles savent ni lire ni écrire, la seule chose qu'elles ont, c'est leur culture et leur tradition. Et le fait d'être loin, vous êtes davantage attaché à ce qui vous constitue. Et nos parents ont très très peur qu'il y ait une rupture entre eux et nous du fait qu'on soit loin. Donc il faut comprendre tout le contexte, tout l'environnement. Et quand vous savez ni lire ni écrire, vous n'avez pas d'autres ressources. C'est-à-dire qu'à la différence, moi je vois par rapport à ma mère, moi qui ai eu accès à l'école, donc j'ai appris à penser autrement et j'ai appris à remettre en question et à remettre en cause. Et nos mères, quand elles nous excisent, elles pensent le faire pour notre bien. C'est ça qui est difficile à comprendre et à admettre. Elles pensent le faire pour notre bien et elles se disent aussi qu'une éducation réussie, c'est quand la fille se marie. Moi, je suis toujours pas mariée, donc vous imaginez. Ouais, c'est ça, va falloir que je m'y mette. Mais voilà, je voulais vraiment, parce que moi, je me suis penchée sur ces femmes, puisque maintenant, aujourd'hui, certaines sont des femmes qui vivent en Occident, je dis en France, mais en Occident de manière générale, qui sont originaires d'un ailleurs, qui ont vécu une excision, et qui grandissent aussi dans un environnement où vous avez des femmes partout, on parle beaucoup de la jouissance, tout ça, et que dans leur corps, c'est tout autre chose. Comment toi, tu fais pour te construire là-dedans? Est-ce que vous voulez compléter, Rachel? Pardon? Non, je m'adressais à Rachel Claire, je voulais savoir si vous vouliez compléter, non? Juste... C'est pas, je pourrais simplement... Après,
peut-être qu'on peut revenir sur les conséquences en fait Alimata des mutilations justement. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu des... Alors il y a des conséquences physiques. Il y a des conséquences physiques. Ouais. Il y a un risque de mort à partir du moment où c'est fait, comme l'a dit Rachel précédemment, sur un corps d'enfant, de bébé à vif, avec un couteau, une lame de rasoir. Il y a des risques de septicémie, des risques d'hémorragie. Les petites filles, elles peuvent mourir. Il y a des enfants, il y a des bébés qui meurent à cause de cela. Donc vous avez déjà ces risques importants. Quand vous grandissez, il y a des risques d'énurésie. Ouais. Et souvent, les gens ne font pas forcément le lien de cause à effet entre les deux. Ça, c'est un élément très très important. Après, il peut y avoir également des douleurs. Moi, je connaissais des femmes qui avaient des douleurs constantes au niveau du vagin. Et elles l'ont tellement intégré qu'elles pensaient que c'était normal d'avoir ces douleurs-là. Il y a des risques également au moment de l'accouchement. Hein. Les femmes qui meurent en couche, parfois c'est bébé. Si je vous fais part d'une anecdote, c'est une femme qui m'avait raconté ça. Elle a subi une excision étant enfant. Elle a eu un enfant et c'était un hôpital en région parisienne. Et le médecin lui dit « Mais madame, vous êtes chanceuse ». Elle dit « Pourquoi ?» Il lui dit « Madame, vous êtes chanceuse d'être en France avec des médecins compétents. » Il dit « Mais sinon, vous seriez morte. » Comme elle a subi une excision au niveau de l'orifice, sa cicatrice, mais vraiment, ça a cicatrisé de manière, voilà. Ce qui fait que l'orifice était trop restreint. Ce qui fait que le bébé ne pouvait pas passer. Donc ils ont tout ouvert, ça a été quelque chose vraiment d'extrêmement difficile et d'extrêmement compliqué. Mais cette femme a eu la chance d'avoir des médecins qui étaient en mesure de faire ce qu'il fallait faire pour sauver la vie de la maman et du bébé. Donc là, on a vraiment des conséquences physiques. Après, ça peut être aussi des problèmes au niveau urinaire. Mais le gros, selon moi, c'est les conséquences psychiques. Les conséquences psychiques, parce que souvent, peut-être tout à l'heure, on va peut-être parler de la réparation chirurgicale. Je ne sais pas si c'est ce que vous aviez prévu ou pas. On pourra en parler. Souvent, moi, j'ai vu plein de médecins. Plein. Et je me souviens d'un médecin qui m'avait dit, mais... on va vous réparer, vous inquiétez pas, en 45 minutes c'est fait. Hop, 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 45 minutes, c'est fait. Et oui, c'est-à-dire que, oui, en 45 minutes, il m'a opéré, mais je rappelle que nous sommes des êtres humains et pas des voitures. Donc on ne répare pas un corps comme une voiture. Je tiens à le préciser. Et donc, oui, on peut réparer de manière chirurgicale, mais c'est un élément important à prendre en compte, c'est que au-delà de la question de l'excision, c'est comment on vous a éduqué. Si depuis que vous êtes petite fille, on vous a dit que votre corps est sale et qu'il faut le cacher, c'est difficile après de se dire, bah tiens, voilà, en un claquement de doigts, même si j'ai recours à la réparation chirurgicale. Là, le gros du travail, c'est déconstruire ce qu'on vous a mis dans la tête depuis que vous êtes enfant. Et c'est aussi, parce que certes, on a subi une excision qui est on est toutes d'accord, une violence atroce, mais après, c'est aussi... comment moi je traite mon corps. Parce que souvent, on répète ce qu'on nous a subi. Donc, notre corps a été maltraité, mais nous-mêmes, nous maltraitons notre corps. Donc, c'est pour ça que je parle d'un très très gros travail psychique. Aujourd'hui, maintenant, dans les prises en charge, vous voyez un psychologue, je trouve que c'est pas assez, peut-être 3-4 fois, pour moi c'est pas assez, je pense que ça devrait être beaucoup plus long. Mais au moins, les femmes peuvent parler et dire ce qu'elles ont vécu, parce que quand on parle d'excision, c'est un tabou. Très très fort, très fort. Moi, je subis l'excision, je comprends que ma mère le sait, je me tais, je n'ai que 5 ans, mais je comprends de manière implicite que je n'ai pas le droit d'en parler. Je grandis, je n'en parle pas. Si on m'avait posé la question quand j'avais 20 ans, j'aurais répondu que je n'ai pas subi l'excision, parce que j'avais terriblement honte de ce que j'avais subi. Donc c'est le poids du tabou, vous ne mettez pas de mots. Quand je vous parle de femmes qui ont des douleurs constantes, même au moment des relations sexuelles. Il y a une femme qui m'avait dit qu'elle s'enfermait dans la chambre pour ne pas avoir de relations sexuelles avec son mari. Donc vous imaginez. Et pour ne pas avoir de relations sexuelles, comme son mari ne l'entendait pas, elle est partie voir le médecin et elle a demandé un certificat médical. Le médecin lui a fait. Donc elle montrait le papier au mari ne la touchait pas. Parce qu'il y avait c'est-à-dire sa parole ne compte pas. C'est-à-dire qu'elle est obligée de faire appel à un professionnel de santé pour
pour que son mari ne la touche pas. Ça montre bien, c'est-à-dire quand on parle de la question de l'excision, en fait, c'est un environnement, c'est un contexte, c'est aussi comment la femme, elle est perçue. Pour moi, j'avais cette sensation que les femmes, le corps de la femme est perçu comme utilitaire. Il est là pour faire des enfants. Donc on ne lui demande pas de jouir. Et le corps est au service des autres. Et ça, c'est vraiment un élément important à avoir en tête. Merci beaucoup. Rachel Claire, tout à l'heure, vous parliez de l'évolution de la pratique dans certains pays en décrivant que les choses étaient parfois médicalisées en Afrique. Alors, de mon regard, c'est vraiment pas un progrès, puisque quelque part, ça vient institutionnaliser les choses et peut-être même les reconnaître encore plus. Mais c'est mon regard. Comment vous percevez-vous justement l'évolution à la fois des pratiques et des mentalités dans les pays d'origine en Afrique? Merci de cette question intéressante. Mais avec votre permission, je vais apporter des justificatifs supplémentaires à ce qu'on trouve pour... je vais apporter des justificatifs supplémentaires à ce qu'on trouve pour valider les mutilations génitales, je dirais pas simplement en Afrique, mais peut-être ailleurs. Je ne parle de l'Afrique que parce que c'est le continent que je connais le mieux. Elle l'a dit à travers son propos, si on peut le synthétiser ainsi, les mutilations, vraiment, ça vous prive de votre corps, mais il parle beaucoup plus de ça sur la fertilité. Évidemment, ça peut être remis en cause. Est-ce à dire que les femmes qui ne sont pas excisées sont stériles? Je crois que je suis la preuve vivante de la négation de cette affirmation-là. Et il parle aussi, elle l'a dit tout à l'heure, c'est comme si le corps de la femme était souillé, et il justifie ça par la pureté, la chasteté, la fidélité et les questions d'honneur et de fierté. C'est important de le relever maintenant parce qu'on va comprendre les attitudes de certains membres de la famille qui en viennent à porter atteinte à l'intégrité physique jusqu'à la mort de certains membres parce qu'ils se sentent déshonorés si un matin, on dit que ça honore la famille d'avoir des gens de la section des sexes féminins excisés. L'excision aussi, surtout dans la tradition, c'est considéré comme un rite de passage à l'âge adulte. Beaucoup de gens essaient d'expliquer ça au-delà des questions de fertilité et autres, comme un passage à l'âge adulte, parce que dans la plupart des pays, les garçons ont une façon d'être formés pour devenir des adultes et semblerait-il, l'excision ou les mutilations font partie du rite qui fait en sorte que vous soyez considéré au sein de votre communauté comme quelqu'un qui a le label, si on peut dire, qui est labellisé adulte. C'est un problème d'identité culturelle et globale. Culturelle par rapport à vous-même et globale par rapport à l'ensemble de votre communauté. Les mutilations sont également observées comme des règles d'esthétique sociale, d'obligation sociale, en ce sens que votre famille, comme vous-même, allez être bien vue, allez être considérée parce que si vous n'êtes pas excisé, vous êtes un peu comme en marge au banc de votre communauté, vous êtes exclu, vous n'êtes pas respecté, vous n'êtes pas considéré. J'en veux pour preuve une citation, n'est-ce pas, de quelqu'un qui était vraiment influent à l'époque, c'est le président, le tout premier président du Kenya, Jomo Kenyatta, qui avait dit qu'il n'y a aucun Kikuyu qui se respecte et qui prendrait alors une femme non excisée comme épouse. Et ça rejoint le propos qu'elle a dit que quand vous n'êtes pas excisé, vous n'allez pas trouver de mari. Résultat des courses, toutes les filles, alors que commençaient à avoir un regard assez étroit, les religieux aidant à lutter contre ce phénomène,
il y a eu un soulèvement, une rébellion des filles. Vous imaginez, on passera donc de victimes à bourreaux. Elles se sont dit, mais si vous nous empêchez d'être excisés, ça veut dire que vous êtes contre notre ascension sociale, nous ne trouverons pas de mari, nous ne serons pas considérés, nos familles vont être honnies. Et donc, elles ont organisé un mouvement qui était appelé, je crois, Ngaetana. Ça veut dire que si vous refusez, vous arrivez à sanctionner les gens, empêcher les gens de nous exciser, nous allons nous exciser nous-mêmes pour pouvoir avoir accès, avoir une place, n'est-ce pas, digne au sein de la société. Et en réalité, il y a aussi la part du gain. Vous comprenez pourquoi? Parce que je vous ai dit que les personnes qui procèdent à l'excision, c'est une source de revenus. Et donc, plus elles excisent, plus elles ont des revenus. Et aussi, c'est un peu pour répondre à la demande sociale. Par exemple, j'ai aussi quand même été en Égypte, discuter avec beaucoup de personnes. Les gens répondent, le corps médical dit qu'il y a une attente et ils sont loyaux, ils s'estiment loyaux en répondant, en pratiquant la médicalisation, de répondre à la demande, n'est-ce pas, des communautés. Donc ils sont loyaux, ils sont conformes, ils sont en phase avec la culture. Et il y a aussi le fait que les mutilations sont perçues comme une expression esthétique. On assimile ça, par exemple, quand vous nettoyez les oreilles, vous vous coupez les ongles. C'est assez spécifique, mais je dirais que au-delà de ces explications, de ces justifications, ceci nous donne la question que vous posez, fort pertinente, nous amène à savoir quelle est l'origine d'où viennent les mutilations. Est-ce qu'elles sont culturelles? Est-ce qu'elles sont religieuses? Parce que nous parlons tantôt de la religion, tantôt de la culture, et également, ce qui va nous amener à comprendre où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui, la nature, n'est-ce pas, de ces affections, de ces infections, en ce sens, est-ce que c'est médical? Vous avez parlé des conséquences tout à l'heure, l'accouchement et autres. Est-ce que c'est médical? Et si c'est médical, comment on arrive à sanctionner? Est-ce qu'on ne va pas trouver un lien établi, un parallèle avec le droit? Parce que ce n'est que lorsqu'on aura trouvé une justification, un mobile juridique, qu'on pourra effectivement commencer à mettre un terme, n'est-ce pas, à ce fléau-là. Alors, d'un point de vue religieux, il faut d'abord retenir que le judaïsme exclut, n'est-ce pas, les mutilations génitales féminines. Ça, c'est un acquis. Et ensuite, maintenant, d'aucuns ont voulu rattacher les mutilations génitales féminines à l'animisme ou au christianisme. Mais ça n'a pas marché parce que, à partir du XXe siècle, précisément au Kenya, en Afrique en tout cas, ce sont les religieux, et ça, catholiques ou protestants, qui ont commencé, même au prix de leur vie, à lutter contre les mutilations génitales féminines. Donc, ce n'est pas, la source n'est pas religieuse, tout du moins à ce stade-là. Et ensuite, donc tous les regards se sont tournés vers l'islam. Mais est-ce que c'est véritablement l'islam? La réponse, une fois de plus ici, sera non, parce que il n'y a aucun des textes fondamentaux de cette religion, que ce soit le Coran, que ce soit les charia, qui prescrivent, n'est-ce pas, les mutilations génitales féminines. Alors, donc on même cité, si c'était si important, aucune des filles du prophète Mohammed n'avait été excisée. Alors, est-ce que la réponse jusque-là est convaincante? Peut-être pas, mais les gens ont poussé des recherches et on a même eu à prouver que les mutilations génitales existaient bien avant l'islam. Donc, ce n'est pas l'islam. En tout état de cause, à la fin des courses, nous soutenons avec Rosken que la seule et unique source dans des mutilations génitales, ce ne sera pas la religion, mais plutôt la culture. Et c'est donc
à travers la culture qu'on a vu toutes les justifications qui expliquent ou qui témoignent de ce que les uns et les autres continuent, n'est-ce pas, de s'approcher à la pratique de ces mutilations génitales féminines. Et même pour la médicalisation, on n'accepte pas. Le droit international interdit les pratiques de mutilation génitale féminine et également tout l'ensemble du système des Nations Unies, parce qu'il y a certaines organisations des Nations Unies qui sont spécialisées. Il y a l'UNICEF par rapport aux enfants, il y a le FUNIA qui en a fait le cheval de bataille, d'ailleurs en arrivant à décréter un jour, et puis tout le système des Nations Unies est contre. Et quand on dit les Nations Unies, ça paraît lointain, mais en fait les Nations Unies c'est qui? C'est comme si j'établis un parallèle avec l'État. L'État c'est qui? C'est nous tous, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui constitue les États-Unis? Ce sont nos nations. Donc ce sont nos représentants qui sont déjà allés dire qu'il faille lutter contre cette pratique. Et donc, partant de là, cela revient au niveau des États où on va décider des méthodes, de l'implémentation, de l'opérationnalisation de cette décision, n'est-ce pas, qui a été prise au sommet. Et donc, médicalisées ou non, les mutilations génitales ne sont pas du tout validées. Justement, dans les pays qui se sont positionnés fermement contre les mutilations, est-ce qu'on peut observer en fait un recul de ces pratiques aujourd'hui? Moi, je vais parler au niveau du Sénégal. J'y suis allée l'année dernière pour tourner pour mon documentaire, et il y a une séquence où on le voit parler avec des cousines. Et à ces cousines, je leur pose la question, et donc elles me disent que oui, elles ont subi l'excision. Et il y en a une qui me dit, à la différence de sa tante qui est à côté, elle me dit que ses petites sœurs n'ont pas subi l'excision. Donc dans une même fratrie, vous pouvez avoir l'aînée qui a subi, et pas les petites sœurs. Et donc je lui explique, je lui demande pourquoi, qu'est-ce qui fait que ta mère t'a fait subir cela, et pas tes petites sœurs. Et elle me dit que même dans les villages reculés, il y a des prises de conscience. Et il y a un élément important à garder en tête, c'est que les filles, elles vont à l'école. Donc l'accessibilité à l'école fait que les comportements changent. Donc les mères prennent conscience du fait qu'elles comprennent que ce qu'elles éprouvent dans leur corps est en lien direct avec ce qu'elles subissent. Et ce n'est pas si facile que ça de faire comprendre qu'il y a un lien de cause à effet entre les deux. Moi, je vois les échanges que j'ai eus avec ma mère, ça a pris du temps avant qu'elle comprenne que ce qu'elle vivait, ce dont elle souffrait, était lié à l'excision. Parce que souvent, même où il y a beaucoup de déni là-dessus. Oui. Et j'ai vu également que, parce que j'en ai discuté avec le président de l'Assemblée nationale sénégalaise sur cette question-là, et lui-même dit que y a des choses qui changent, il y a la loi. Hein. Vous allez me dire, au Sénégal, ça faisait un moment qu'il y avait la loi, mais elle n'était pas appliquée. Donc là, ils ont décidé de l'appliquer, donc ça change. Et ma cousine, je reviens là-dessus, elle me dit que désormais, dans les dispensaires, dans les maternités, ils enlèvent la couche et ils regardent le sexe de l'enfant pour voir si elle a subi ou pas l'excision. Donc, avec ça, les mères, au fur et à mesure, elles finissent par comprendre. Il y a aussi la peur d'aller en prison. Hein. Parfois, c'est aussi basique que ça. La peur de la sanction, la peur d'aller en prison, le fait que les filles, elles aillent à l'école, le rôle de l'instruction. D'ailleurs, on voit, dès que les femmes, elles vont à l'école, elles font moins d'enfants. Et l'excision également recule. Donc, c'est ces différents éléments, en tout cas au niveau du Sénégal, qui fait qu'il y a un changement. Je le vois même dans ma propre famille. Quoi. Tout à fait, Alimata, je suis d'avis avec vous. On a pratiqué à l'époque avec la Fédération des juristes africaines des procès simulés pour condamner les responsables de mutilation. Mais il faut dire que la sanction ou les solutions sont tributaires du type, n'est-ce pas, de mutilation, parce que il y en a qui considèrent
si je prends un pays comme la Mauritanie ou bien la Tanzanie, qui protège ces deux pays dans leur législation, que les mineurs, c'est un peu comme pour dire qu'au-delà de 18 ans, si vous avez, ou si vous êtes adulte, si vous avez une mutilation, ou c'est pas grave, je ne sais pas, c'est une protection qui est assez spécieuse et donc pas assez complète. Alors, si nous disons que la sanction, ou du moins la protection, dépend des conséquences, de la gravité, nous devons reconnaître qu'il y a la rétention d'urine, entre autres, parce que tout à l'heure, en parlant de l'infibulation, par exemple, ou des mutilations pharaoniques, on vous coud, on vous enlève tout, on vous coud de telle sorte qu'à peine il y a de quoi aller faire pipi, il y a l'occlusion de l'origine vaginale, de l'orifice vaginal, il y a les cicatrices kéloïdiennes. Et c'est là qu'intervient, parce que tout à l'heure on a parlé de réparation. Quand on dit réparation, pourquoi réparer? Mais ces femmes, elles sont... On ne répare que ce qui est gâté. Et dans le cas d'espèce, pour rejoindre l'idée du traumatisme moral, ces personnes, ces femmes, elles ont des kystes, elles sont rejetées parce que comme il n'y a plus de rétention d'urine, à tout moment, elles peuvent se trouver en situation et, je suis désolée, elles ne dégagent pas de bonnes odeurs, elles sont parquées en marge de la société et ça fait, il y a aussi la stérilité, il y a la frigidité, il y a les complications obstétricales, il y a les césariennes qui augmentent parce que quand vous ne pouvez pas accoucher par voie basse, il faut évidemment, je ne suis pas un médecin, mais je me suis quand même assez renseignée sur les conséquences médicales qui sont assez impressionnantes, sans compter ce que psychologiquement on se sent rejeté. Il y a déjà qu'au départ, ces personnes qui n'ont pas eu de choix, parce que quand on parle 2 ans, 5 ans, est-ce qu'on a vraiment du discernement pour savoir que ça c'est bien, ça ce n'est pas bien, ça c'est important, ce n'est pas important, ça peut me causer telle conséquence? Non. Donc on n'a pas de choix. Et ça fait donc que les gens ne savent pas très bien qu'est-ce que ça va leur apporter comme dommage. Et c'est ainsi que ce médecin zaïrois, je crois que c'est le docteur Denis Mukwege, qui est le prix Nobel de la paix, essaye, et vraiment le terme n'est pas péjoratif, lorsqu'il parle de réparer ces femmes. Il les répare, il les répare au point de les réhabiliter, vous savez, comme des criminels, les ramener au sein de la socialisation, de la société, pour qu'elles retrouvent leur place et puissent assumer les fonctions initiales qui sont les leurs, parce qu'elles sont écartées. Vous savez, on vous utilise, vous n'êtes plus bonne à rien, rétention de tout, et d'urine et du reste, et vous ne pouvez plus rester dans la communauté parce que vous ne servez plus pratiquement à rien. Donc, c'est un peu ces conséquences. Il y a la loi. Je voudrais reconnaître ici le Soudan. Le Soudan a été le tout premier pays, déjà en 1946, à édicter une législation contre les mutilations génitales féminines. C'était déjà avant-gardiste, même s'il ne s'en est pas suivi une mise en œuvre effective. Mais il y a aussi, en dehors de l'Afrique, il y a la Nouvelle-Zélande, pourtant si loin, le tout premier pays non-africain à avoir érigé, à avoir adopté une législation. Sauf que des fois, les gens adoptent les législations pour se donner bonne conscience, pour le marketing international. Je voudrais quand même reconnaître exceptionnellement ici la France, pas parce que j'y suis, mais parce que c'est un des pays en Europe. Il y a le phénomène de l'immigration, parce qu'à l'origine, on n'a pas de trace de ce que, contrairement à la Russie, où il est prouvé qu'il y avait des exciseurs chrétiens, en France, on n'a pas
cette preuve, en tout cas scientifique, de ce qu'il y avait des exciseurs. Donc en Angleterre, en Suède, en Allemagne, en Belgique, il y a l'excision, il y a les pratiques de mutilation, mais la France est le seul pays européen, en tout cas pour l'heure, non seulement où il y a une jurisprudence abondante, ça veut dire qu'on incite les gens à aller devant les juridictions, devant les tribunaux, où il y a des décisions, les peines peuvent ne pas être importantes, et c'est également un des rares pays où la sanction est la plus forte. 20 ans de réclusion criminelle qui peuvent aller jusqu'à 30 ans s'il y a mort, comme elle a précisé tout à l'heure. Les mutilations génitales aboutissent des fois à la mort. Donc s'il y a eu mort d'homme, la peine est d'autant plus aggravée, contrairement à l'Angleterre où le maximum de la peine est 6 mois. S'il y a sursis ou il n'y a pas sursis, je dis bien le maximum de la peine en Angleterre, qui sanctionne quand même, mais vous voyez les écarts, 20 ans, 30 ans et 6 mois. Donc, vous avez des pays, et ceux qui gênent, parce que dans la sanction, les gens n'ont pas déjà le courage d'aller devant les juridictions. Il y a la pression familiale, il y a tout. Mais également, quand vous arrivez et que vous avez ce genre de résultats, vous vous posez la question de savoir est-ce que ça vaut vraiment la peine de s'exposer, parce que vous avez des représailles sur le plan familial. Avant même qu'arrive la sanction, le seul fait que vous vous engagez à ester est déjà un problème.